que l'AES est voué à l'échec et que la transition malienne n'a rien fait de bon. Quand je les ai regardés, j'ai vu qu'en réalité, c'était des Africains inversés. C'est-à-dire, ce sont des Africains inversés. C'est-à-dire, en fait, quand tu regardes sa tête, tu penses que c'est le cerveau qui est là. C'est pas vrai. Tu dois imaginer que son estomac là, c'est ça qui est dans sa tête, et puis son cerveau là, il est dans son ventre. Ouais. Il prêche la démocratie. Le ministre nous l'a dit tout à l'heure. Les droits de l'homme, la bonne gouvernance. Ça, c'est la bouche. Mais c'est une bouche d'une personne inversée. Quand ils disent démocratie, mettez N entre O et C, ça donne quelque chose de beaucoup plus précis. Démocratie, le pouvoir des démons. Quand ils disent droit de l'homme, leur homme avec H là, il n'a pas de sexe. Il est gender fluide. Il se demande lui-même s'il est un homme ou s'il est une femme. Il a le droit tantôt de se marier avec un homme, tantôt de se marier avec une femme. Et il a même le droit maintenant dans les fichiers, les formulaires, d'écrire qu'il ne sait pas de quel sexe il est. C'est leur homme là. Voilà leur homme, indiscernable, insondable, inconnaissable. Cette chose perverse, polymorphe, attardée au stade archaïque de la construction de l'individualité psychique. C'est ce qu'ils appellent homme. Ce que nous, en Afrique, nous appelons encore l'infra-humain, celui qui doit être civilisé, élevé à la dignité du Tout-Puissant. Ils appellent ça homme. De telle façon que pour comprendre pourquoi les gens disent ce qu'ils disent, il faut d'abord comprendre comment ils vivent. Parce que si tu ne sais pas comment quelqu'un fait pour manger là, tu ne peux pas savoir d'où lui viennent ses pensées. Ce qui est en haut dans le cerveau est comme ce qui est en bas dans le ventre. Donc il est extrêmement important, quand on veut étudier les discours africains, de s'intéresser aux conditions sociales, économiques, aux conditions culturelles, aux conditions politiques des individus qui produisent ces discours. Donc en fait, vous vous rendez très rapidement compte qu'en fait, ils savent que vous avez raison, mais ils sont en mission pour démontrer que vous avez tort. Donc pourquoi y a-t-il des Africains qui ne veulent pas de l'Afrique souveraine? Pourquoi y a-t-il des Africains qui félicitent une organisation qui a voulu assassiner 3 États, 3 peuples? Pourquoi y a-t-il des Africains qui sont d'accord qu'un président qui lève 1500 hommes pour attaquer un pays étranger, pour rétablir un satrape néocolonisé? Pourquoi des Africains le supportent-ils? Parce qu'ils ont choisi de vivre de cela. Nous qui sommes opposés à cette logique, nous avons aussi choisi de vivre contre cela. Et les ressources dont nous vivons, elles nous sont procurées par la lutte que nous menons pour notre dignité, pour notre souveraineté, pour notre liberté. Donc il n'y a que 2 façons de vivre. On vit libre et on génère ces ressources vitales par ce combat, celui de la dignité. Ou alors on vit esclave et les ressources qui permettent de reproduire cette condition d'esclave, on les obtient en se couchant toujours davantage sous les pouvoirs déshumanisants. C'est pourquoi, en Afrique, des gens qui sont comme nous, des Africains, refusent de comprendre les vérités, les évidences que la science et la politique de libération de l'Afrique sont en train de révéler. Pour expliquer cela, je vais recourir à une théorie plus ou moins connue en politique et en philosophie. C'est la théorie de Karl Marx. Il dit que l'histoire de toute société humaine jusqu'à nos jours, c'est celle de la lutte des classes. C'est-à-dire que dans toute société, il y a des individus qui ont des avantages qu'ils ne sont pas prêts à lâcher et qui produisent un discours pour défendre ces avantages. De telle façon que pour comprendre pourquoi les gens disent ce qu'ils disent, il faut d'abord comprendre comment ils vivent. Parce que si tu ne sais pas comment quelqu'un fait pour manger là, tu ne peux pas savoir d'où lui viennent ses pensées. Ce qui est en haut dans le cerveau est comme ce qui est en bas dans le ventre. Donc il est extrêmement important, quand on veut étudier les discours africains, de s'intéresser aux conditions sociales, économiques, aux conditions culturelles, aux conditions politiques des individus qui produisent ces discours. Moi qui suis devant vous, pour comprendre ce que je dis, vous devez vous poser la question de savoir comment vit-il, de quoi vit-il. Est-ce que ce dont il vit lui laisse toute la liberté de dire ce qu'il sait? Ou au contraire, pour vivre, doit-il ne pas dire une part
de ce qu'il sait. Or, dans les sociétés africaines qui ont été configurées par le fait négrier, par le fait colonial, quelles sont les élites qu'on a essayées et qu'on nous a imposées dans la plupart de nos pays africains? Ce sont les élites qui étaient opposées à la souveraineté et à l'indépendance de l'Afrique. On a procédé tout au long du XXe siècle à l'éradication physique, à l'assassinat de la plupart des leaders vigilants du continent africain, pour imposer dans la plupart de nos pays des leaders collaborationnistes. Le colon, le négrier, l'impérialiste veulent posséder toutes les richesses de la terre et distribuer des miettes aux autres peuples. Ils imposent une lutte des classes au niveau de la terre. Quand ils contrôlent un pays africain, ils imposent à la tête de ce pays les Africains qui veulent faire leur volonté. Eux, les impérialistes français, américains, britanniques, européens et ceux du Moyen-Orient. Et par conséquent, il y a des discours qui sont produits dans nos sociétés africaines pour légitimer les avantages que les colons et les néocolons leur ont accordés.